j'ai senti quelque chose se briser en moi comme la glace d'un lac au dégel. Comment ça, ne pas venir? Ai-je demandé en reposant ma tasse de café. Elle fuyait mon regard. Les enfants pensent. Nous pensons tous qu'il serait peut-être plus simple que tu restes ici cette année. Tu as été si difficile ces derniers temps. Difficile. Ce mot flottait dans l'air entre nous comme une fumée épaisse. Difficile, comment ça? Elle a pris ce ton qu'elle utilisait depuis environ un an, ce ton patient mais tendu, comme si elle expliquait quelque chose à un enfant un peu lent. Tu le sais très bien. À la Toussaint, tu t'es disputé avec Thomas à propos de sa boîte. Pour l'anniversaire de Léa, tu as fait cette remarque sur les tatouages de son copain. Les enfants en ont marre de devoir marcher sur des œufs avec toi. Thomas était notre fils, 40 ans, divorcé, travaillant dans le marketing digital. Léa avait 36 ans, notre fille, éducatrice spécialisée. De bons enfants. Je pensais que nous les avions bien élevés. J'avais juste une conversation, ai-je dit. Thomas m'a demandé ce que je pensais de son idée. Tu as dit que c'était irréalisable. C'était irréalisable. Il voulait quitter son CDI pour lancer un podcast sur les crypto-monnaies. J'étais juste honnête. Marguerite a poussé ce long soupir de déception que j'entendais souvent ces derniers temps. C'est exactement ce que je veux dire, Robert. Tu ne peux pas simplement être encourageant. Il faut toujours que tout soit à ta façon, selon ton opinion, selon ton jugement. Je suis resté là, à regarder la femme que j'aimais depuis 1981. Nous nous étions rencontrés à l'université de Nanterre, mariés jeunes, nous avions construit une vie ensemble, 3 enfants, une maison à Saint-Cloud, des carrières respectables. J'avais travaillé comme ingénieur des ponts et chaussées pour la ville de Paris pendant 35 ans. Des ponts, des infrastructures, le genre de travail auquel personne ne pense jusqu'à ce que quelque chose lâche. J'étais bon dans ce que je faisais. J'en étais fier. Alors c'est ça? Ai-je demandé. 43 ans et je suis privé de Noël? Ce n'est pas pour toujours, juste cette année. Laisse un peu d'air à tout le monde. Elle a avancé la main sur la table comme pour prendre la mienne, puis s'est ravisée. Tu pourrais peut-être passer les fêtes avec ton frère. Mon frère Paul vivait à Biarritz. Nous nous parlions peut-être 2 fois par an. C'est ça, oui, ai-je répondu. Cette nuit-là, je suis resté éveillé pendant que Marguerite dormait à mes côtés. La maison était calme. Trop calme. J'ai pensé à tous ces Noëls au chalet en Haute-Savoie, cette tradition familiale commençait quand Thomas avait 5 ans. La neige, la cheminée, le chapon farci de Marguerite, les enfants ouvrant leurs cadeaux, et les petits-enfants qui couraient partout ces dernières années. Et maintenant, on m'extrayait de tout ça comme une tumeur. Le lendemain matin, Marguerite était déjà partie à son club de lecture quand je me suis réveillé. Il y avait un mot sur le comptoir, je ne voulais pas te réveiller. Il y a du café. J'ai passé la majeure partie de la journée dans mon atelier au sous-sol. J'y passais de plus en plus de temps ces derniers mois. C'était le seul endroit qui me semblait encore appartenir. Au fil des ans, la maison s'était transformée en domaine exclusif de Marguerite, décoré selon ses goûts, organisé selon ses règles. Mais le sous-sol était à moi, encombré de mes outils, de mes projets, de ma façon de réfléchir. Je travaillais sur quelque chose depuis 8 mois. Rien dont la famille soit au courant. Ils ne s'en seraient probablement pas souciés s'ils l'avaient su. Pour eux, j'étais juste le vieux Robert qui bricolait dans son coin pour éviter la réalité. Mais c'était réel, plus réel que tout ce que j'avais fait depuis des années. Tout avait commencé par une conversation avec un ancien collègue, David Chen, lors d'un pot de départ en mars dernier. David s'était lancé dans le conseil après avoir quitté la mairie, travaillant avec des startups technologiques sur des projets d'infrastructure. Autour d'un verre, il avait mentionné un détail qui avait attiré mon attention. Le plus gros problème de la construction moderne, c'est la coordination, avait-il dit. Tu as des architectes, des ingénieurs, des entrepreneurs, des fournisseurs, tous utilisant des systèmes différents, des logiciels incompatibles, des mesures variées. La moitié des retards et des dépassements de coûts vient d'une mauvaise communication. J'avais acquiescé. Je connaissais cela par cœur. J'avais passé des décennies à gérer ce chaos. Quelqu'un devrait créer une plateforme universelle, avait poursuivi David, quelque chose qui traduit tous ces systèmes en temps réel.
Un truc piloté par l'IA, ça pourrait sauver des milliards dans l'industrie. Il avait dit ça avec légèreté, passant déjà à ses plaintes sur son handicap au golf. Mais je n'arrivais pas à arrêter d'y penser parce que je savais quelque chose que David ignorait, quelque chose que presque personne ne savait. Dans les années 90, quand je travaillais sur l'infrastructure de la ligne 14 du métro, j'avais développé un système de coordination. Rien de révolutionnaire techniquement à l'époque, juste une méthode pour standardiser les échanges entre les différents prestataires. Ça avait si bien marché qu'il l'avait utilisé pendant des années, mais c'était analogique, sur papier, limité. La ville en était propriétaire, et avec le temps, le système avait été oublié au profit des nouvelles technologies. Mais j'avais gardé les principes, la méthodologie, la structure. Et je réfléchissais depuis des années à la façon de le moderniser. Après cette discussion avec David, je m'y suis mis, sérieusement. Pas juste pour planifier, mais pour construire. J'ai appris le Python en autodidacte, étudié le machine learning, lu tout ce que je pouvais sur la contech moderne. Marguerite pensait que je perdais mon temps sur l'ordinateur. Les enfants plaisantaient sur Papy qui apprend à coder. Mais je bâtissais quelque chose, une plateforme, un algorithme, une solution exacte au problème décrit par David. En novembre, j'avais un prototype fonctionnel. Ce n'était pas très beau visuellement, mais ça marchait. Je l'ai testé sur d'anciennes données de projets auxquels j'avais encore accès, et les résultats étaient spectaculaires. Le système pouvait réduire le temps de coordination de 60%, couper les coûts de 40% et détecter les erreurs avant qu'elles ne deviennent onéreuses. J'ai montré ça à David, négligemment, autour d'un café. Tu te souviens de notre discussion? J'ai bricolé un truc. Il a regardé l'écran de mon ordinateur pendant 5 minutes sans dire un mot. Puis il m'a regardé, m'a vraiment regardé, comme s'il voyait quelqu'un qu'il ne reconnaissait pas. Robert, a-t-il dit lentement. Est-ce que tu réalises ce que c'est? Une plateforme de coordination. Non, il a secoué la tête. C'est une idée à 1 milliard d'euros. Ça va changer toute l'industrie. Depuis combien de temps tu bosses là-dessus? 8 mois, plus ou moins. Il a ri, mais c'était un rire de choc, presque un souffle coupé. Tu as construit ça en 8 mois, tout seul? Ce n'est pas si compliqué. Les principes de base sont solides. Il fallait juste les traduire avec les technos d'aujourd'hui. David s'est calé dans sa chaise. Robert, je connais du monde, des fonds de capital risque, des investisseurs dans la tech. Je peux leur montrer? J'ai haussé les épaules. Qu'est-ce que j'avais à perdre? Ma famille me pensait déjà obsolète de toute façon. Bien sûr, ai-je dit. Pourquoi pas? C'était il y a 3 semaines. David a fait vite. Il m'a mis en contact avec un cabinet nommé Altius Venture, basé à Paris. Ils sont spécialisés dans les technologies du bâtiment et ils étaient très intéressés. Nous avons eu des réunions. Ils ont posé des questions techniques, commerciales, de marché. J'ai répondu à tout. J'ai passé 35 ans dans ce secteur, je connaissais le terrain mieux que des gens qui avaient la moitié de mon âge. Ils voulaient avancer. Ils voulaient investir. Mais plus encore, ils voulaient racheter la technologie. Ils m'ont proposé de racheter la plateforme, de m'embaucher comme conseiller technique principal et d'accélérer le développement. Le chiffre qu'ils ont mentionné m'a donné le vertige. Un montant à 7 chiffres juste pour le rachat initial, avec des compléments si la plateforme performait comme prévu. Je n'ai rien dit à Marguerite. Je n'ai rien dit aux enfants. Qu'est-ce que j'aurais pu dire? Et, vous vous rappelez quand vous disiez que je suis difficile et déconnecté? Eh bien, je viens de créer un truc qui pourrait transformer toute une industrie. Ils auraient probablement pensé que je délirais. Alors, je me suis tu. J'ai travaillé avec les avocats, signé les papiers, finalisé l'accord. Ce serait officiel et annoncé le 26 décembre. L'ironie ne m'échappait pas. Noël est arrivé. Marguerite est partie au chalet le 23 avec des valises pour 2, même si je ne venais pas. Au cas où tu changerais d'avis, a-t-elle dit. Mais nous savions tous les deux que je ne le ferais pas. Je n'allais pas m'inviter de force au Noël de ma propre famille. Thomas m'a appelé le soir du réveillon. Salut, papa. Je voulais juste te souhaiter un joyeux Noël. Joyeux Noël, fiston. Tu vas bien?
Maman a dit que tu avais décidé de ne pas venir. Décidé. C'était une façon de voir les choses. Je vais bien. Profitez bien du chalet. Ouais. Il y a eu un silence gêné. Peut-être l'année prochaine, hein? Peut-être. Après avoir raccroché, je me suis assis dans mon salon avec un verre de cognac. La maison était décorée. Marguerite avait insisté pour le sapin, les guirlandes, toute la mise en scène, même si je passais Noël seul. On aurait dit une exposition de musée. Le Noël bourgeois français traditionnel, version 2024. Je n'étais pas en colère. Cela m'a surpris. Je pensais que je serais furieux, amer, plein de rancœur, mais je me sentais surtout calme, serein même. Pour la première fois depuis des mois, personne n'était déçu par moi. Personne ne soupirait quand je parlais ou n'échangeait de regards entendus quand je donnais mon avis. C'était juste moi, mes pensées et le ronronnement du réfrigérateur. J'ai passé le jour de Noël à travailler au sous-sol, peaufinant quelques détails techniques de la plateforme. L'accord devait se conclure le lendemain, et je voulais que tout soit parfait. Vers midi, je me suis fait un sandwich au foie gras et à la confiture de figues, parce que les traditions comptent, même quand la famille n'est pas là. À minuit pile, au passage du 25 au 26 décembre, mon téléphone a sonné. Thomas. Papa. Sa voix était étrange, plus haute que d'habitude, tremblante. Qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde va bien? Papa, c'est quoi ce délire? Il n'était pas cohérent. Qu'est-ce que tu as fait? Mon cœur a commencé à s'emballer. De quoi tu parles? Ton nom est partout sur les sites d'infos. L'appli des Échos vient d'envoyer une notification. Ça dit, Robert Guillaume Harrison, ingénieur civil parisien, a vendu une plateforme technologique révolutionnaire à Altius Venture pour il s'est arrêté. Papa, il 18,5 millions d'euros. Je me suis assis. Je savais que l'annonce arrivait, mais je n'avais pas réalisé que ce serait immédiat. Le 26 au matin, avait-il dit. Ils avaient été littéraux. Oh, ai-je simplement dit. La voix de Thomas s'est brisée. Papa, c'est quoi ça? C'est vrai? C'est vrai. Tu as vendu un truc pour 8,5 millions? C'est le rachat initial. Il y a des bonus si les objectifs sont atteints. Ça pourrait monter à 20 millions sur 5 ans. Silence. Puis, Je dois te rappeler. Il a raccroché. 30 secondes plus tard, Léa appelait, puis Marguerite, puis Thomas à nouveau. Mon téléphone n'a pas arrêté de sonner pendant l'heure qui a suivi. J'ai laissé la plupart des appels aller sur la messagerie. Je n'étais pas prêt à parler. Pas encore. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 47 SMS, 12 messages vocaux et 6 emails. La plupart venaient de la famille. Quelques-uns d'anciens collègues qui avaient vu la nouvelle. Certains de journalistes demandant une interview. Marguerite est rentrée l'après-midi même, seule. Elle est entrée dans la maison sans frapper, alors que techniquement, elle m'avait laissé ici. Robert. Elle se tenait juste là, sur le pas de la porte. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Te dire quoi? Ne joue pas à ça. La technologie, l'accord, tout ça. Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé. Elle portait le pull en cachemire que je lui avais offert l'an dernier, celui pour lequel elle m'avait remercié mais qu'elle n'avait jamais mis. Jusqu'à maintenant. Est-ce que ça t'aurait intéressé? Ai-je demandé. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Ce n'est pas juste. Ah bon? Quand est-ce que quelqu'un dans cette famille a demandé sur quoi je travaillais pour la dernière fois? Quand est-ce que quelqu'un s'est soucié de mon opinion? Sauf pour me dire que j'avais tort. Tu aurais pu dire quelque chose. J'ai dit des choses. J'ai dit beaucoup de choses. J'avais des avis, des idées, des réflexions. Et tout le monde, toi y compris, m'a fait comprendre très clairement que ces choses n'étaient plus les bienvenues. Marguerite s'est assise. Elle avait l'air fatiguée. Les enfants se sentent terriblement mal. J'en suis sûr. Thomas est dévasté. Il dit qu'il n'avait aucune idée que tu travaillais sur quelque chose d'aussi important. Il s'en serait fiché s'il l'avait su. Il y a 8 mois, quand je lui ai dit que j'apprenais à coder, il a ri.
Il a fait une blague sur le fait qu'on n'apprend pas de nouveaux tours à un vieux singe. Il ne pensait pas à. Si, il le pensait. Léa aussi faisait des blagues. Et toi, Marguerite, tu as dit aux gens de ton club de lecture que je traversais une phase, que je faisais une crise de la soixantaine tardive, que je jouais à l'ordinateur au lieu d'accepter ma retraite. Elle a tressailli. Quelqu'un te l'a dit? Linda Mercier. Elle pensait que je devais le savoir. Elle trouvait ça cruel. Marguerite pleurait maintenant. Pas de grands sanglots, juste des larmes silencieuses qui coulaient sur ses joues. Je suis désolé. Pourquoi exactement? Pour ne pas avoir écouté. Pour ne pas t'avoir pris au sérieux. Pour avoir pensé. Elle a essuyé ses yeux. Pour avoir pensé que tu n'étais que mon vieux mari têtu qui ne savait pas s'adapter au monde d'aujourd'hui. Je suis vieux, ai-je dit. Et têtu. Mais je ne suis pas obsolète. Je ne l'ai jamais été. Non, a-t-elle admis doucement. Tu ne le es pas. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment. Finalement, elle a demandé, qu'est-ce qui se passe maintenant? Pour nous? Pour tout le reste? J'y ai réfléchi toute la nuit. L'accord est officiellement clos aujourd'hui. Altius veut que je commence mes missions de conseil en janvier pour aider leur équipe à développer la plateforme. Il parle d'expansion, de marchés internationaux, de partenariats avec de grands groupes comme Bouygues et Fage. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je sais. Je l'ai regardé. Je pense que nous devons parler, vraiment parler, des dernières années. De comment on en est arrivé là. De si on peut réparer ça. Est-ce que tu veux réparer ça? C'était la vraie question, n'est-ce pas? Est-ce que je voulais redevenir le membre de la famille que tout le monde tolère mais que personne ne respecte? Est-ce que je voulais passer mes dernières années à marcher sur des œufs, à me faire tout petit pour que les autres se sentent plus grands? Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Je sais que je t'ai aimé pendant 43 ans. Je sais que nous avons construit une vie ensemble. Mais je ne sais pas si je peux redevenir la personne que vous vouliez tous que je sois. Nous n'avons jamais voulu que tu sois quelqu'un d'autre. Si. Vous vouliez que je sois plus silencieux, moins tranché, plus docile. Vous vouliez que je me contente de hocher la tête et de sourire, et que j'arrête d'avoir des pensées qui ne correspondent pas aux vôtres. Elle n'a pas discuté. Elle ne pouvait pas, car nous savions tous les deux que c'était la vérité. Thomas et Léa sont arrivés le soir même ensemble, ce qui laissait deviner qu'ils s'étaient coordonnés. Ils se tenaient dans mon salon, mal à l'aise, comme des adolescents pris en faute. Papa, a commencé Thomas. On te doit des excuses. Beaucoup d'excuses, a ajouté Léa. J'ai attendu. Thomas a continué. On t'a traité comme si tu n'avais plus d'importance. Comme si ton expérience, tes connaissances et tes idées étaient périmées. Et on avait tort. Complètement tort. Léa a repris, ce que tu as construit, papa, c'est incroyable. J'ai lu des articles en ligne. Ils disent que ça pourrait révolutionner la coordination de chantier. Un journaliste a écrit que c'était la solution la plus innovante sortie de France depuis 10 ans. Je me fiche de ce que disent les journalistes, leur ai-je dit. De quoi te soucies-tu, alors? A demandé Thomas. Je me soucie d'être respecté. Pas parce que j'ai gagné de l'argent, mais parce que je suis votre père, que j'ai vécu 67 ans sur cette planète et que je sais peut-être 2 ou 3 choses qui valent la peine d'être écoutées. Ils ont tous les deux hoché la tête, penaud. Je me soucie, ai-je continué, de faire partie d'une famille qui m'apprécie pour ce que je suis, pas pour ce qu'elle voudrait que je sois. Je me soucie d'avoir des conversations où mes opinions ne sont pas automatiquement rejetées parce que je suis vieux, ou parce que je ne comprends pas les réseaux sociaux, ou parce que je me rappelle ce qui s'est passé la dernière fois que quelqu'un a essayé une combine comme les cryptos. Le podcast n'était pas que sur les cryptos, a murmuré Thomas. C'était sur les stratégies d'investissement. Puis il a souri légèrement. Bon, d'accord. C'était surtout sur les cryptos. Léa a fait un pas en avant. Papa, est-ce qu'on peut repartir à zéro? Pas oublier, mais essayer de faire mieux? Ça dépend, ai-je dit. Est-ce que vous êtes là parce que vous me respectez ou parce que je vaux soudainement 8 millions? Les deux, a dit Thomas avec franchise. Puis, voyant mon visage, je veux dire, oui,
l'argent nous a fait réaliser qu'on était des idiots, mais ça ne change pas le fait qu'on a été des idiots. On l'a été. Et s'il a fallu ça pour nous réveiller, alors je suis reconnaissant que ce soit arrivé, même si j'ai honte que ce soit nécessaire. J'ai apprécié sa franchise. Voici ce dont j'ai besoin, ai-je déclaré. J'ai besoin d'espace, de temps pour réfléchir, pour comprendre ce que je veux faire du reste de ma vie. Il me reste peut-être 20 ans si j'ai de la chance. Je ne fais aucune promesse sur les dîners de famille ou le chalet, ou sur le fait de faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. C'est juste, a dit Léa. Et, ai-je ajouté, si nous devons reconstruire cela, il faut que ce soit réel. Pas juste tout le monde qui fait semblant d'être gentil par culpabilité ou parce qu'ils espèrent être sur mon testament. Thomas a grimacé. On mérite cette remarque. Oui, ai-je acquiescé. Vous la méritez. Ils sont partis après une autre heure de conversation un peu guindée. Des promesses ont été faites, des intentions affichées. Mais j'avais appris en 67 ans que les intentions ne valent rien sans les actes. Les semaines qui ont suivi ont été étranges. L'histoire de la vente de ma plateforme a fait les gros titres de la presse économique. J'ai reçu des demandes d'interviews de magazines comme Challenge, des podcasts tech, et même un appel d'un producteur de télévision pour savoir si je voulais être juré dans une émission d'entrepreneurs. J'ai décliné la plupart. Être célèbre ne m'intéressait pas. Je voulais juste travailler. Altius Venture m'a installé un bureau dans leurs locaux près de la station F à Paris. Rien de luxueux, juste un espace pour rencontrer leur équipe de développement. Ils avaient embauché 12 ingénieurs pour étendre la plateforme et ils voulaient que je sois impliqué dans toutes les décisions majeures. C'était stimulant. Pour la première fois depuis des années, peut-être des décennies, je me sentais vivant. J'avais un but au-delà de la simple existence, au-delà d'être le mari ou le père de quelqu'un, ou un ingénieur à la retraite. Je bâtissais à nouveau quelque chose. Marguerite et moi avons commencé une thérapie de couple en janvier. C'était son idée, à ma grande surprise. Nous nous asseyions dans le cabinet du docteur K pour chaque jeudi soir et tentions de démêler 43 ans de mariage, examinant les bons moments et les morceaux brisés avec la même attention. Quand avez-vous commencé à vous sentir invisible ? M'a demandé le docteur K pour lors d'une séance. J'y ai réfléchi. Progressivement. Peut-être il y a 10 ans. Les enfants étaient adultes, faisaient leur vie. Marguerite était occupée par ses activités. Je travaillais encore, mais le boulot était devenu routinier. Je pense que tout le monde a simplement cessé de me voir comme quelqu'un qui grandissait encore, qui changeait encore. Je suis devenu une image fixe dans leur esprit, papa ou Robert, cette figure immuable qui serait toujours exactement comme elle était. Et comment vous sentiez-vous ? Comme si je mourais à petit feu. Comme si on m'effaçait, une conversation après l'autre. Marguerite pleurait encore. Elle pleurait beaucoup en thérapie. Je ne savais pas, a-t-elle dit. Je pensais que tu étais heureux, satisfait. Je l'ai pensé aussi pendant un temps. Mais être satisfait, ce n'est pas la même chose qu'être épanoui. En février, Thomas est venu me voir avec une proposition commerciale. Son expertise en marketing combinée à ma plateforme pouvait créer une solution complète pour les entreprises de construction. Pas seulement la coordination, mais aussi la communication client, la visualisation de projets, le branding. Mon premier réflexe a été de dire non. Pour protéger ce que j'avais construit, pour garder ça séparé des complications familiales. Mais je me suis souvenu de ce que je lui avais dit, les actes comptent plus que les intentions. Fais-moi voir ton dossier, ai-je dit. C'était bon. Très bon. Il avait fait ses devoirs, identifié les failles du marché, créé des projections. Ce n'était plus seulement une idée en l'air. C'était un plan. Nous avons passé 3 mois à le développer ensemble. En travaillant aux côtés de mon fils, j'ai redécouvert des facettes de lui que j'avais oubliées. Il était intelligent, créatif, doué pour comprendre les dynamiques de marché. Et il écoutait. Vraiment. Il n'attendait pas juste son tour pour parler. En mai, nous avons présenté l'idée à Altius. Ils ont adoré. Ils ont pris Thomas comme consultant et, en juillet, il dirigeait la division marketing pour l'expansion de la plateforme vers le marché de la construction résidentielle. Léa a pris une autre voie.
Elle a demandé si elle pouvait apporter son regard de travailleuse sociale à la plateforme, en se concentrant sur l'impact des chantiers sur les quartiers et les populations vulnérables. Ce n'était pas pour l'argent. Elle voulait sincèrement s'assurer que la technologie serve les gens, pas seulement les marges de profit. Nous avons créé un comité consultatif sur l'impact social. Léa le présidait. Ses analyses sur l'engagement communautaire ont transformé notre approche des projets dans les zones urbaines denses. Marguerite a commencé à prendre des cours d'informatique. Elle a dit qu'elle voulait comprendre ce que j'avais fabriqué au sous-sol pendant tous ces mois. Elle ne sera jamais programmeuse, mais elle en a appris assez pour avoir des discussions informées sur le travail. Plus important encore, elle a recommencé à poser des questions. De vraies questions, des questions intéressées, le genre qui suppose que la personne à qui vous parlez sait peut-être quelque chose que vous ignorez. À Noël, 1 an après avoir passé les fêtes seules, les choses étaient différentes. Pas parfaites, pas guéries par magie, mais différentes d'une manière qui comptait. Nous sommes allés au chalet en famille. Tous ensemble, plus le copain de Léa avec ses tatouages, qui s'est avéré être infirmier urgentiste et l'une des personnes les plus posées que j'ai jamais rencontrées. Thomas a amené sa nouvelle compagne, une architecte qui avait entendu parler de ma plateforme et voulait discuter d'applications concrètes. Le soir du réveillon, après le dîner, Thomas m'a demandé de sortir un moment avec lui. Nous nous tenions sur la terrasse du chalet, regardant le lac gelé sous la neige, notre respiration formant de la buée dans l'air glacial. « Papa » a-t-il dit. « Je dois te dire quelque chose. » « Je t'écoute. » Le Noël dernier, quand maman t'a dit de ne pas venir, j'étais soulagé. Je pensais que ce serait plus simple sans toi. Moins tendu, moins compliqué. Il a marqué une pause. Ça a été le pire Noël de ma vie. Thomas, non. Laisse-moi finir. Ce n'était pas seulement que tu n'étais pas là. C'était qu'on avait fait en sorte que tu ne sois pas là. Et tout le temps, je repensais à tous les Noëls d'avant. À toutes les fois où tu avais donné un conseil ou partagé ton avis et où j'avais levé les yeux au ciel ou changé de sujet. Toutes les fois où je t'avais traité comme une corvée à gérer au lieu de quelqu'un qui nous aimait et voulait nous aider. Il avait les larmes aux yeux. Mon fils, 42 ans, qui pleurait sur la terrasse. La plateforme, a-t-il continué, c'est impressionnant. Ça a changé ma vie professionnellement et financièrement. Mais ce n'est pas pour ça que je m'excuse. Je m'excuse parce que même si tu n'avais jamais construit cette plateforme, même si tu étais juste resté à la retraite à bricoler tes projets et vivre ta vie, tu méritais mieux que ce qu'on t'a donné. Je l'ai pris dans mes bras. Il a pleuré contre mon épaule comme il ne l'avait pas fait depuis l'enfance. Je te pardonne, ai-je dit. Mais plus que ça, je suis fier de toi. Fier que tu l'aies reconnu, que tu aies changé, que tu aies voulu faire mieux. Est-ce que tu es heureux, papa ? Maintenant, avec tout ce qui s'est passé ? J'y ai réfléchi. La plateforme, l'argent, la reconnaissance, la guérison familiale. Tout cela était bien, important. Mais la vraie réponse était plus simple. Je ne suis plus invisible, ai-je dit. C'est ça qui me rend heureux. À travers la fenêtre du chalet, je voyais Marguerite rire avec Léa. Les lumières du sapin se reflétaient sur les verres de vin. On aurait dit une publicité, l'image idéale du bonheur familial. Mais ce n'était pas idéal. C'était réel, imparfait et complexe, des blessures profondes étaient encore en train de cicatriser, mais c'était vrai. Et cela, je l'avais appris, valait plus que n'importe quel montant qu'Altus Venture pourrait m'offrir. Plus tard cette nuit-là, quand tout le monde est allé se coucher, je me suis assis près de la cheminée avec mon ordinateur. Je travaillais sur un nouveau projet, des idées préliminaires, une extension de la plateforme qui pourrait révolutionner la maintenance des infrastructures en prédisant les problèmes avant qu'ils ne deviennent critiques. Je n'en avais encore parlé à personne. Peut-être que je le ferais, peut-être pas. Mais cette fois, ce n'était pas parce que je me sentais invisible. C'était parce que j'avais appris quelque chose de précieux sur moi-même au cours de l'année écoulée. Je n'avais pas besoin d'une validation extérieure pour savoir que mon travail avait de la valeur. Je n'avais besoin de la permission de personne pour continuer à grandir, à apprendre, à bâtir. À 67 ans, je ne faisais que commencer. Mon téléphone a vibré. Un SMS de David Chen, j'ai vu les chiffres trimestriels. Ta plateforme dépasse toutes les projections. Tu as créé quelque chose de spécial, Robert.
Joyeux Noël. J'ai souri et posé le téléphone. Le feu crépitait. La neige tombait derrière la vitre. Quelque part à l'étage, ma famille dormait, sereine dans ce chalet qui avait failli me perdre pour de bon. Mais j'étais toujours là, toujours au travail, toujours en train de construire, prouvant que le mot obsolète ne s'applique pas à celui qui refuse de s'arrêter de croître. Et cela, ai-je pensé en fermant mon ordinateur pour aller me coucher, c'était la vraie victoire. Pas l'argent, pas la reconnaissance, pas même la réconciliation. La victoire était de savoir que j'avais passé 67 ans à devenir quelqu'un qui méritait d'être écouté, et que j'avais enfin appris à y croire.